L'automne dernier, je suis parti avec mon ami David en escapade vers le village de Port-Daniel. J'avais pris rendez-vous avec M. Raphaël McInnes, qui allait nous faire visiter la vieille forge de son père. Hey David, depuis le temps que je veux voir cette forge-là, j'ai parlé à M. McInnes, il s'en vient nous faire visiter la forge de son père. On traverse, on va voir ça. Ouais. Hey, c'est de l'histoire, cette forge-là. Il s'appelle Raphaël McInnes. OK. C'est son père qui a acheté cette forge-là à 19 ans, genre. Fait que la forge ici, la forge de McInnes, elle a appartenu à un certain monsieur Sweetman. OK. Oui, Sweetman. La forge doit dater fin des années 1800. OK. Puis, elle était achetée par, justement, le père de Raphaël, qu'on va rencontrer dans un instant. Alors, Michael James a acheté la forge en 1922. OK. Il avait 19 ans. Voilà, monsieur. McInnes, donc pas avec un I, avec un A. Mais là, vous m'aviez dit, à l'origine, McInnes, c'était vraiment comme ça. Oui, ça c'est le vrai nom. Parce C'est qu'en parce anglais... qu'en anglais, E, c'est I. Exactement. Ça fait que Michael James, le père à Raphaël, a appris de son père. Il y avait une forge à Lance McInnes. Dans l'Anse. Hein? Dans Lance, exactement. Mécanisme, j'imagine. Hein? Puis il a déménagé comme plus près du cœur du village quand il a acheté la forge à M. Sweetman. Puis il s'est marié, puis ils ont eu 18 enfants, imagine. Ça fait que la forge a nourri la famille. Toute la famille était greffée à cette entreprise familiale-là pendant plus d'un demi-siècle, tu te rends compte? Wow. M. McInnes nous a fait faire le tour de la shop. Hey, la caverne d'Ali Baba pour les patenteux, toi. Il mettait les fers qu'il réparait. Tu vois, ça, j'en ai un neuf, une nouvelle sorte, ça fait un piton. C'est ça, il y a Il n'y a différents pas besoin de modèles. là. l'ôter. Ouais. Tu dévissais ça. Oui, oui. Ah, oui. On le dira jamais assez, mais un forgeron, à l'époque, pour moi, c'est aussi important qu'un notaire, qu'un médecin. Je veux dire, tout gravite autour de la forge et du forgeron. Hein. C'est comme un personnage mythique, un peu un forgeron. Hein. C'est comme l'homme fort du village, considéré un peu. Hein. On est au début du 20e siècle en Gaspésie. Je veux dire, le forgeron, c'est un personnage central. L'économie locale, l'économie du village gravite autour de ce Il n'y a pas de personnage-là. quincaillerie, il n'y a pas de garage, il n'y a pas... C'est la boutique de forge qui Exact. fait office de tout ça. Là. Exactement. Donc, là, c'est un personnage central, un personnage qui est sûrement admiré dans le village parce que tout le monde, pour s'arracher la vie, a besoin d'outils. Quand on n'a pas d'outils, bien là, le forgeron, soit il les fabrique, soit il les répare. Et quand l'outil n'est pas inventé, n'existe pas, mais le forgeron l'inventait. Fait que le vieux feu de forge est là. Le vieux, C'est ici. Ah, OK. C'est un peu le soufflet, ça. Oui. Le C'est soufflet. ça qui appelait le soufflet. Ouais. Il y avait deux feux. Puis il y avait deux enclumes, il y avait un autre enclume là. Puis ça, ben, à serrer, tu vois, c'est raide, un coup qui est parti. La diversité des outils qu'on retrouve à l'intérieur d'une forge comme celle-là, c'est à tomber par terre. C'est impressionnant. Puis le forgeron, après la guerre, devient moins important. On rentre dans une société dite industrielle. Alors le forgeron se retrouve au cœur d'un univers qui est chamboulé, qui est totalement basculé.
Il y a une rupture après la guerre. On entre dans une société de consommation, de production à outrance qui n'a plus rien à voir avec avant la guerre, en fait. Après la guerre, la forge elle continue quand même à virer, à fonctionner. Ça a toujours viré, oui. OK. Il y avait quand même une demande, un besoin, même si on rentre dans les temps modernes puis que toute la vie change, la forge est quand même importante. Oui, il y en avait un peu parce qu'on faisait beaucoup de... Avant ça, comme des galeries de choses de maison, de fer forgé. Oui. Oui, c'est ça. Hein. Ça veut dire qu'il s'est adapté aux besoins. Oui. Ouais. Puis ça, le fer forgé, les livres sur dessus. Ah oui. C'est des catalogues. Ah oui. Ah oui, OK. Il s'est adapté à la demande puis aux besoins. Oui. Wow! Je sais pas pour vous, mais moi, de l'ingéniosité puis de la débrouillardise comme ça m'impressionne. En repartant, j'ai fait tourner David vers le Cap à l'Enfer, juste à la sortie du village. Direction le tunnel ferroviaire. Bon, on arrive. Ça a toute une histoire, ce tunnel-là. Hey, c'est grandiose, hein? C'est majestueux. Ah, c'est une œuvre d'art. On a passé dans le village de Port-la-Miel. Il me semble qu'à l'œil, je connais rien dedans, mais ça aurait été plus simple de passer ailleurs que creuser dans le roc un tunnel pour le chemin de fer. Pourquoi ils se sont imposés ce travail-là? On s'en doute bien qu'il aurait pu avoir un chemin plus facilitant que celui-là. Oui. Au départ, la compagnie Western Railroad, compagnie qui a le mandat d'amener le chemin de fer jusqu'à Gaspé, bien, au départ, elle avait l'intention de passer la voie ferrée au cœur du presbytère, à travers le presbytère. Il fallait le démolir, forcément. Elle a essayé de s'entendre avec le curé de l'époque, avec la fabrique, et on estimait que ça prenait une somme de 11 500 $ pour reconstruire un presbytère tout neuf. La compagnie a trouvé ça trop onéreux, elle a refusé, et ça s'est terminé en cours. OK. Et la fabrique a gagné sa cause, ce qui fait que la compagnie de chemin de fer n'a pas eu d'autre choix que de trouver un nouveau trajet, un nouveau tracé. Alors, la seule option, la seule alternative, c'était de passer ça tout près de la mer, donc de franchir le Cap à l'Enfer. Parce qu'on était sur terre fédérale. On était sur terre publique, donc qui n'appartenait pas à des privés. Alors, c'est la seule alternative qui restait. Eh bien. Et c'est tout un chantier. On se situe à peu près dans quelles années? C'est-tu les années 10, les années 20? On est au début du 20e siècle, puis si tu permets, on entre à l'intérieur, puis je réponds à ta question. Puis c'est comme ça qu'on s'est enfoncé dans cet immense trou, creusé à même le roc de la falaise. Oui, ça sera pas clair, disons. Ah, on dirait que quelqu'un a prévu le coup, hein? On donne comme bien, on dirait que ça a arrangé que le gars des vues. On est deux, Ouais. il y a deux torches. Des torches artisanales. Écoute, on va les essayer. Allez, on essaye ça. Ça n'a pas dû être de tout repos. Ça a duré 2 ans, tu disais? Les travaux s'échelonnent sur pratiquement 2 ans. OK. L'histoire du chemin de fer en Gaspésie, ça rime avec le mot éternité, interminable. Hey, le train est à Carleton en 1895.
Il atteint Gaspé en 1911. Il y a quand même 16 ans d'écart. Puis dans nos cours d'histoire de Gaspésie, on nous disait qu'on avait manqué le train, donc on était déjà en retard sur, Tout à fait. sur d'autres destinations, dont Halifax, pour ne Ouais, pas ouais. nommer la Il ville. y a un là. train qui Ouais. passe à Halifax et à Campbellton en 1876. Le train atteint Gaspé en 1911. Faisons le calcul. Ça prend une éternité. On arrive à Port-Daniel en 1907. On se retrouve devant une situation, il y a un obstacle de taille, un obstacle naturel, le cap à l'enfer. Alors, on n'a pas le choix. Il faut creuser un tunnel, comme ça se faisait à l'époque dans bien des pays d'ailleurs. Alors, c'est le seul tunnel du genre de tout le réseau et dans l'est du Québec également. Alors, on n'en creusait pas pour le plaisir. Quand on creuse un tunnel, c'est parce qu'on est contraint de le faire. On sait qu'il y a 2 accidents importants qui vont survenir ici. OK. Justement, il y a des Italiens, on le sait, parce qu'il y en aura 4 OK. qui vont mourir, déchiquetés, réduits en bouillie. OK. Alors, une explosion majeure qui va se dérouler à la mi-avril 1908. De nombreux blessés, dont 4 décès, 4 Italiens qui perdent la vie ici. Et il y en aura une deuxième, imagine-toi, quelques mois plus tard, au mois de novembre 1908. Même chose, une erreur d'inattention, une boîte de dynamite qui traîne à proximité, on met le feu, on ne voit pas la boîte, une étincelle et ça explose. 4 morts également, dont 3 ouvriers natifs de Passepébiac et un de Saint-Godefroy. OK. Alors, il y aura au moins 8 morts lors de la construction du tunnel en cette année 1908. Ça me fait penser au Dr. Enright. OK. Le Dr. Enright, c'était un des rares médecins des alentours, dans le voisinage à l'époque. Ah oui, pas d'hôpital encore. Ben, non. Non. Puis on dit que si ça n'avait pas été du Dr. Enright, il y aurait eu beaucoup plus de monde. Fait que t'imagines-tu la catastrophe? Il a dû amputer des membres. Sûrement, oui. Il a dû soigner des gens en toute urgence. On dit qu'il a travaillé 3 jours et 3 nuits sans arrêt pour justement sauver la vie d'ouvriers. Et sans sa présence, au risque de me répéter, il y aurait eu beaucoup plus de morts. OK. Rendu de l'autre bord, on est retourné à l'auto, puis on est rentré à la maison en écoutant du Iron Maiden dans le tapis.